de recevoir avec moi le modérateur du prochain panel, professeur Christian Kouam, s'il vous plaît. Et avec lui sur le panel, on aura Dr Justin Moskalai. Je vais citer, vous venez directement, Dr Bekele Eba, Dr Yannick Malon, super. Yann Richard et Somba 3. Très bien. Dr Thierry Minjos. Et on va nous apporter des chaises supplémentaires telles que prévu. Et puis on aura aussi Dr Alain Voufo. Et Alain Ekambi. Guy Kamga et Olivier Kamdem sont également du panel s'ils sont disponibles. Super. Donc du coup, donc, maintenant que vous avez tout le monde sur le panel, je vous prie de prendre Guy Kamga, Olivier Kamdem, Dr Bekele Eba, et cet illustre panel prestigieux. Nous avons des attentes. En 45 minutes, ils vont nous offrir leur savoir sur 2 thématiques, la recherche en IA en Afrique, le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur, l'IA localisée. C'est la première thématique. Et la deuxième, c'est l'avenir. Non, c'est développer l'IA en Afrique, énergie, Internet et innovation sous contrainte. Modérateur, le challenge et le public est le vôtre. Merci. Merci bien de me passer la parole. Je constate bien que nous avons là un méga panel très académique, très renforcé. C'est ce qu'il nous fallait vers la fin, hein, pour garder un peu l'assistance éveillée. Je suis personnellement très honoré de dire, hein, que ce sont des gens que j'ai rencontrés ici. Ils sont devenus presque tous des amis par hasard. Donc je suis très content de partager ce panel avec vous. Donc sans plus tarder, on va s'asseoir et on va donc lancer les débats. Alors donc, nous avons regroupé 2 thématiques, voilà, pour des contraintes de temps. Mais la première déjà qu'on va traiter là maintenant, elle concerne la recherche en IA en Afrique, le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur et l'IA connectée. Alors, avant qu'on entre donc dans le vif du sujet, je vais d'abord faire une petite introduction de la thématique. Il faut dire que quand nous parlons donc de recherche de l'IA en Afrique, il est évident qu'il s'agit d'un thème qui est en pleine croissance, on va dire une croissance rapide. Mais on constatera aussi qu'elle est hétérogène. Je crois que mon illustre frère, qui ne m'a pas encore salué, a fait un bon tableau ici hier. Le Cameroun n'apparaissait même pas. Je vais prendre ton contact. Hein, donc, c'est pour dire que le développement de l'IA en Afrique est hétérogène. On constate qu'il y a des régions qui ont déjà pris de l'avance, comme l'Afrique du Sud, on a vu. Et nous, peut-être en Afrique centrale, où on a déjà beaucoup de retard. Donc, on ne pourra pas parler de l'Afrique comme si c'était une seule entité. On va donc voir l'Afrique qui est multiple. Le deuxième point ici, ça concerne le traitement du langage naturel. C'est évidemment, avec toutes les langues, on a aussi dit hier en Afrique du Sud, le Cameroun a plus de 200 langues, je crois. Personne ne connaît le nombre exact. Je dirais un peu plus de 200. On comprend donc qu'il y a un fort potentiel là-bas également. Il faudrait qu'on puisse regarder cela.
Le troisième point, c'est une vision. Il faut donner à cela toute une vision. Et on a aussi compris depuis qu'il y a des champs importants tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, la sécurité, le transport, peut-être tous les champs d'ailleurs pourront être impactés par l'intelligence artificielle. Et enfin, donc, si on regarde maintenant sur le plan de l'IA localisée, on va bien se rendre compte qu'on rentre dans des aspects culturels. Et j'ai eu un petit débat à midi. La culture, ce n'est jamais simple. Quand on parle de changements culturels, ce sont des changements qui vont au moins à 10-15 ans. Ce n'est pas des changements à court terme. Donc, c'était déjà pour mettre en bouche la thématique auprès de nos différents panélistes pour qu'on puisse donc commencer. Alors, chers panélistes, on va donc commencer par Dr Justine. Vous développez des outils d'aide à la décision par des systèmes complexes durables. Quel est selon vous le potentiel réel de l'IA pour répondre aux défis de développement spécifiques en Afrique? Peut-être c'est celui-ci. Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais quand même me présenter. Voilà, très rapidement. Donc, je suis le docteur Justin Mouscolai. Je suis ancien chercheur à l'université de Douala et coordonnateur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle ISDM, Intelligent and Sustainable Decisions Making Research Team. Donc, effectivement, vous parlez de systèmes complexes parce que cela nous intéresse, mais quand on parle de systèmes complexes, beaucoup ne comprennent peut-être pas la notion de complexité là-dedans. Je pense que je vais reciter le professeur El Ouda tout à l'heure, qui a parlé de la ville intelligente, qui peut être considérée comme étant un système complexe où nous avons plusieurs acteurs, plusieurs maillons, plusieurs entités, d'accord, c'est socio-technologique que nous pouvons modéliser pour en faire tout un système. Et c'est de ça qu'il s'agit et c'est ce qui nous intéresse, nous, dans cette équipe de recherche. Alors, depuis hier, on ne parle que de solutions, on va dire, entrepreneuriales, mais pour parler de la solution entrepreneuriale, il faut commencer par la base. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que nous utilisons des boîtes noires. L'intelligence artificielle, c'est une boîte noire. Vous avez des données, on a parlé de données, c'est vrai, mais ces données, comment est-ce qu'on moule ces données-là pour obtenir un résultat? Et c'est ce qui nous intéresse, nous, dans les équipes de recherche, notamment avec des concepts tels que l'explicabilité, d'accord? Quand on parle de l'explicabilité, c'est qu'on doit être capable de pouvoir dire à la fin que le modèle, les données que nous avons eues, les données que nous avons intégrées dans notre modèle, voici pourquoi nous avons obtenu ces résultats. Et donc, il y a aussi l'interprétabilité après, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, ces systèmes complexes que nous mettons en place, c'est tout simplement pour aider les décideurs dans des prises de décision. Par exemple, le système de transport, peut-être qu'on reviendra un peu plus en profondeur, la gestion des déchets ou encore en agriculture. Notre contexte serait par exemple de dire dans les systèmes de transport, nous avons mis en place des modèles avec des IA à faible coût, à faible ressources, pour intégrer par exemple les mototaxis. À Douala, les mototaxis constituent pour nous un pilier. Et ces mototaxis, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux ad hoc véhiculaires, peuvent aider à mettre en place un système de transport qui sera durable, qui va nous permettre d'économiser en termes de carburant, de réduire le CO2 et notamment de fluidifier le trafic au sein de la ville de Douala, par exemple. Waouh, j'espère que chacun a compris que voilà, Dr Justin est allé au fond des choses. Et évidemment que ce qui m'a marqué dans son intervention, c'est qu'il a essayé de présenter un système complexe. Et j'espère que les autres ont compris la différence entre un système complexe et un système compliqué. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est très intéressant, je suis très content. Et ça m'amène justement à me demander, mais voilà, vous voyez, on a au Cameroun des jeunes chercheurs qui ont même pensé à intégrer le Benskin. Pourquoi est-ce que nos autorités ne viennent pas nous demander de les aider à résoudre les problèmes complexes? Et si j'en parle, c'est parce que mon professeur de thèse, le professeur Malik, qui a fait justement toute sa vie dans la résolution des systèmes complexes, pas des systèmes compliqués. Compliqué, c'est ce qu'on croit souvent là, mais complexe, c'est un peu ce que les deux là ont
ont énumérées. Alors, très bien. Si on a terminé par cette première question, on va donc maintenant demander au docteur Yannick Malon de nous dire rapidement, hein, voilà, lui qui travaille dans l'optimisation des algorithmes, c'est un bon mathématicien, pourquoi est-ce qu'une question cruciale dans les pays africains où les ressources sont souvent limitées, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut utiliser les algorithmes, justement, par exemple, pour nous aider à résoudre les systèmes complexes? Bien, merci monsieur le modérateur pour votre question. Vous m'avez présenté, moi c'est Yannick Malon, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Douala. Alors, nous travaillons sur l'optimisation des algorithmes. Pourquoi ne pas importer déjà ce qu'il y a fait ailleurs, soit à l'Occident et aux États-Unis et autres, pour venir appliquer ici? Je pense que ce n'est pas optimal, ce n'est pas possible. Pourquoi? Déjà, nous avons plusieurs problèmes en local. Je prends un exemple. Les centres de données et les systèmes informatiques consomment beaucoup en énergie. Or, nous aussi, nous savons ce que Eneo nous fait tous les jours. Donc, du coup, voilà un problème qu'il faut résoudre. Et quand bien même il y a de l'énergie, ce n'est pas en continu, c'est en discontinu. Un autre souci qu'on peut avoir, c'est la capacité de calcul. Si on importe des algorithmes immenses qui consomment beaucoup de données, il faut calculer. Il nous faut des groupes, des machines avec des bons processeurs, capacité mémoire, ce que beaucoup n'en ont pas ici. Et quand bien même on pense à aller importer une solution dans le cloud pour avoir une machine, on se pointe encore avec une autre problématique, qui est l'Internet. Ouais. Donc, autant de choses. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Tel que le docteur Chusselet Musculaire a dit tout à l'heure, c'est d'implémenter des algorithmes propres à notre environnement, qui sont peut-être plus souples, et plus rapides aussi, peut-être pas comme les autres, mais efficaces, qui sont facilement utilisables pour notre environnement et plus efficaces pour notre environnement, et qui tiennent compte des réalités spécifiques du milieu. Donc voilà en fait le travail qui nous incombe dans notre laboratoire. Alors, merci Dr Yannick Malon. J'espère que tu ne veux pas nous dire que nous ne pourra pas développer notre base de données au Cameroun parce qu'on n'a pas les moyens. Les moyens intellectuels, nous les avons. Moyens financiers, je pense que c'est la volonté. Bon, je vais parler comme les autres hier. Je parle comme en tant que scientifique. Je pense que c'est la volonté politique qui manque. Je pense que les moyens financiers, il y en a. Ok. D'accord, très bien. Alors, on va donc continuer avec le docteur Eba. D'accord. Alors, dans le secteur de la santé, par exemple, qui permet concrètement l'IA, qu'est-ce que l'IA permet aujourd'hui en Afrique, dans le domaine de la santé? Qu'est-ce qui se fait déjà là-dedans? All right, thank you very much for the question. I will speak in English. Yeah, Thank fine. you. Good afternoon to all. My name is Beckley, Dr. Beckley, or Dr. B, as people usually call me. I am a medical doctor at the base, so I'm specialized in global health. And presently, I'm doing a second specialization in data science, University of Edinburgh. I also work for OpenAI as a safety manager at the back end. So when you ask a question, hey, I have headache, what do I do? You know, the answers they give you comes from the thoughts of people. So I'm one of those people. And so I think AI can really help us in Africa in health. It is already doing something great in healthcare. I would like to say that health is something that is many people don't know what health is all about. Health is beyond going to the hospital. Health is everything in between prevention, diagnosis, and treatment, and follow-up. So the thing is that we in Africa, we always think of health when we are sick. But 70% of efforts in healthcare should rather be directed towards prevention.
And AI helps a lot in that direction, because when we want to think a lot in the Occidental, that is in the other part of the world, the system has made such a way that the investments have gone more into preventive part of medicine. But in Africa, or in our context, we think more of health in sick, when we are sick already. So how does AI help us? AI helps us in natural language processing. You can use AI to facilitate consultations or facilitate health education. For example, let me give a practical example. If we create an app that has our local languages in it, for example, Pidgin in the Southwest, Northwest is the most spoken language, not English, Pidgin. And in the French section, we have Franc-Anglais, and then we have other major natural dialects that we have here. It could portray messages weekly that help people to know certain things about their health. And if somebody does not really understand English or French, a person can easily at least understand their language. And that language is going to be amongst the database that we have in our context. So that's just a simple way of looking at it. When you look at companies like Waspito, that my friend that was just a few minutes ago there, we look at other companies like Gifted Mom and others like that. These companies are using AI model tools to help especially in the preventive art, because like I said, my aim is I want us to look at medicine more in the preventive part more. When someone is already sick, usually you don't have much you can get from the AI models. There are many things you can get still, but usually it's more profitable when you are still not sick yet. That's what I think in our context, because it is cheaper, it is more safe, it is more cost effective, it is more advisable in our context. Thank you. Ok, merci, hein, c'est très intéressant, très enrichissant votre contribution. Et effectivement, ce qu'on peut retenir de ce qu'il dit, ce que j'ai personnellement retenu, c'est que 70% des efforts doivent se faire avant d'être malade. Et de ce point de vue, l'IA peut justement nous aider à nous donner peut-être les conseils et les consignes à suivre pour éviter d'avoir certaines pathologies. Mais là aussi, ça m'amène à l'analyse d'un médecin français, je crois que c'est Alexandre quelque chose, docteur Alexandre, qui a dit une fois qu'il fait beaucoup de, je crois que c'est le plus avancé en France, il a dit qu'avec l'IA aujourd'hui, on était capable d'atteindre 80% d'un bon diagnostic, alors que même le plus grand chirurgien au monde n'atteint que 30%. Est-ce que selon vous, cela aussi est notre réalité, ou alors on reste d'abord dans la partie préventive? Est-ce que quand on est là dans le curatif, l'IA peut aussi, surtout que nous savons tous qu'on n'a même pas assez de médecins au Cameroun. Okay. Personnellement, j'ai travaillé sur un projet il y a 15 ans sur la télémédecine. On espérait à l'époque coller au système médical camerounais les médecins qu'on avait en Allemagne pour qu'ils puissent faire le diagnostic étant à distance, pour soutenir les infirmiers et les médecins que nous avons au Cameroun. Donc, c'est pour dire, est-ce que l'IA, selon vous, aujourd'hui, peut être quelque chose qui pourrait aider? Parce que souvent, il y a des coins, il n'y a même pas de médecin. Il n'y a qu'un infirmier. Bon, il est pas mal, il est engagé, mais il ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que aussi dans le curatif, aujourd'hui, vous êtes médecin, yes. ça aide? Absolutely, it can help. I was speaking about prevention because to me, that's where more efforts should go. But the AI can actually help. In fact, in Cameroon, we have one medical doctor for 50,000 people in the rural area. 50,000, that's a whole town. And there are some towns that don't have medical doctors. So in the East region, there was a study that was done by one of my colleagues that you can diagnose cases using images. Images. So we have applications that once you take an image of what you're suffering from, you can automatically have a response. So AI helps in diagnosing cases. That's an example. Another example of AI is AI can also help in telemedicine, like you said, where you have the possibility of consulting a medical doctor from a distance. And the medical doctor gives you an idea. So you don't have to necessarily go to the hospital. You can use your phone and have that done as well. So
AI helps in diagnostics. In our context, it's happening. It's already happening, yes. There's also another study that I'm part of where you have diabetic patients that have eye issues. Instead of working to the hospital to do an eye fundoscopy, you take your phone and you scan your eyes directly into the phone, and the application can tell you if you have signs of diabetic retinopathy. It has been tested. It is about to be released. It has a sensitivity of more than 95%. So it means in most of the cases you are going to have the right diagnosis. So, yeah, very good, très bien, très très bonne idée. Alors, on va passer la parole à Dr Woufo. Voilà, pour savoir maintenant, nous avons parlé de contextualiser l'IA, de localiser l'IA. Qu'est-ce que, selon vous, est-ce qu'on peut importer des modèles d'IA chez nous au Cameroun? Merci beaucoup, monsieur le professeur, de me donner la parole, et je vais profiter de l'occasion déjà pour me présenter rapidement. Je m'appelle Alain Woufo, donc en fait je suis un ingénieur comme le docteur Mata qui était ici, et donc j'ai eu aussi une expérience dans la recherche, et maintenant je suis plus dans l'industrie. Donc je vais essayer de rendre mon propos le plus pragmatique, le plus terre à terre possible. And I'll also be switching to English from time to time to bring up my points. Right? So, c'est déjà un merci énorme à l'organisation de ce symposium ou séminaire pour cette occasion de parler, d'échanger avec de brillants experts et aussi avec un public jeune. Je crois que ça peut nous permettre de partager aussi un peu nos expériences. Donc, pour la question qui a été posée, whether we can import models from abroad, it's a very interesting one. And there are a couple of points that come to my mind with that questions. One will be the opportunity that those models represent, right? The fact that they are done, they are ready, they have been tested, they have been validated. Of course, we could consider using them, right? But there are also risks associated to them. And when I speak of models, I will think beyond mathematic models and also thought models. Right? So, for example, when we consider medicine, when we consider the application of AI into our context, I think it's important that we also, we don't just import ideas forgetting our local context, right? For example, talking about medicine, of course, there's only one doctor for 50,000, but there are also Ngangas, right? And they are also doing some work. They have some knowledge. How do we use their knowledge as well? How do we integrate that? Because that knowledge is in our ownership, right? The knowledge that comes from abroad, of course, we might not have the IPRs, the property rights on those, right? So let's consider, and it will be my message. Sorry if I'm using this opportunity also to voice some messages to the youth. I don't have many opportunities for doing that, so for once, let me try to voice those. Ma suggestion serait d'essayer autant que possible d'utiliser notre savoir, que ce soit notre savoir à nous qui entre dans l'IA, pas juste le savoir qu'on importe. Et nous avons énormément de savoir aussi en local. Donc ça peut être, comme on parlait de médecine, il y a des plantes qui soignent un tas de maux
Une idée, par exemple, serait d'avoir une application qui, à partir de l'endroit où on est, une fois que le diagnostic est fait, il peut nous indiquer qu'il y a telle plante aussi qui est à côté, qui peut contribuer à mitiger le mal. Voilà, donc cela pour les modèles. Bien sûr, important les modèles venus d'ailleurs, aussi bien dans leur implémentation, aussi bien pour faire ce qu'on appelle du leapfrogging, donc pour pas qu'on soit obligé de réinventer la roue, comme ça se dit. Mais n'oublions pas aussi nos savoirs locaux, nos réalités locales. Voilà, c'est ce que je dirais sur cette question, pour ne pas trop m'étaler. Oui, Thank you very much. Merci beaucoup pour votre contribution. Je pense qu'elle a été enrichissante pour nous tous ici. On a énormément appris, hein, tout au moins sur le point de la médecine. Alors, je vais donc maintenant passer la parole à notre 5e panéliste pour lui demander, en tant qu'acteur de terrain, comment bâtir une gouvernance de l'IA réellement africaine. Est-ce possible en impliquant les chercheurs, les décideurs et même la société civile? Alors, selon vous, comment vous voyez cette affaire? Premièrement, pour moi, tout dépend des problèmes qu'on a à résoudre. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Ok. Je suis Monsieur Essomba 3. Je suis un manager de système d'information au quotidien. En parallèle, un consultant en sécurité de l'information, en assurance qualité logicielle, en blockchain. Également un formateur. Ce que je disais, pour moi, tout part du besoin. On a l'habitude de dire IA à gauche, IA à droite, mais la question c'est quel est le besoin? Fonction du besoin, on n'aura peut-être pas besoin d'importer les modèles de l'extérieur. Fonction du besoin, peut-être on en aura besoin ou pas. Donc pour moi, c'est d'abord d'identifier quel est le besoin. Je dis n'importe quoi. Dans les hôpitaux aujourd'hui, lorsqu'on veut faire des diagnostics, c'est souvent très fastidieux. Et l'idée d'utiliser l'IA, c'est pour automatiser et optimiser la performance. S'il y avait la possibilité d'avoir, je dis n'importe quoi, des lunettes à réalité augmentée qui intègrent l'IA pour permettre, lorsqu'on les met au niveau des yeux, de faire un diagnostic rapide. Là, ça aurait demandé de développer une solution d'IA avec une approche embarquée. Pas comme c'est forcément fait à l'extérieur. Et une telle solution se sera accordée avec nos contraintes. Là, on se serait demandé quel est le niveau de criticité du besoin de la solution par rapport au besoin. Si c'est qu'on se retrouve avec une solution qui devait toucher tout le pays, critique à l'échelle nationale, peut-être là on aurait décidé de ne pas importer le modèle, mais de plutôt partir depuis la base. Donc ça veut dire de faire peut-être du reverse engineering pour revenir sur la base des modèles de l'extérieur, créer nos propres modèles. Si on se retrouve aussi avec des besoins qui ne nécessitent pas forcément de redévelopper tout de zéro, ça aussi c'est possible, on peut directement importer des modèles. Donc voilà pour moi l'approche. Le tout n'est pas de dire qu'on veut faire l'IA, mais c'est de comprendre déjà quel est notre besoin. Et ensuite derrière de comprendre quel est le niveau de criticité de la solution qui sera implémentée. Quel est son contexte. Parce qu'ici, on est en zone rurale où il n'y a pas d'accès à l'énergie. Il n'y a pas d'infrastructure. Donc, on a besoin des solutions qui seront embarquées et qui pourront fonctionner, par exemple, avec des batteries solaires miniaturisées. On n'a pas accès au cloud. Donc, il faut penser autrement. Si c'est en zone urbaine, ça laisse encore à désirer. On peut dire que peut-être on a un peu accès à Internet, mais ça encore, c'est comme ça. Pour accéder au cloud, ce n'est pas le niveau d'Internet qu'on a ici. Pour du cloud en continu. Donc vraiment, il faut se poser les bonnes questions selon moi. D'accord, merci bien. Là, il a fini en posant d'autres questions, beaucoup de questions. C'est un vrai chercheur. Donc, nous sommes repartis. Hein. Donc là, c'est être en route. On a dit que philosopher, c'était être en route. C'était une route sans jamais de fin. Et je suis vraiment très content que lui, il ait ouvert le débat.
C'est bien. Il a ouvert le débat en pointant quand même toujours ce fameux point, le besoin. Donc j'espère qu'avec ça, on est en train de terminer comme ça la première partie de notre intervention. Je vais prendre 2 questions dans la salle avant qu'on passe au deuxième volet pour qu'on ne se perde pas. Alors voilà, il y a des questions, voilà. Très bien, vous allez 3 questions, il n'y a pas de souci. Ça nous permet aussi d'échanger. Après, ça va être développement de vie. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Yves Mondi, je suis digital marketer. Et déjà moi avec l'IA, je l'ai utilisé. Moi avec l'IA. Moi je l'ai utilisé. Mets dans le micro. Pour pouvoir organiser par exemple une communication digitale d'un événement. Donc c'est là que j'ai compris la pertinence aussi même de participer à ce type d'événement. Lorsque je regarde le panel, surtout pour le dernier, vous êtes tous des grands chercheurs, docteurs, même des étudiants académiques pour certains. Et j'aimerais savoir comment est-ce que nous, qui peut-être sommes encore chercheurs ou disons ne sommes pas encore à ce niveau de réflexion, comment est-ce qu'on peut contribuer à la recherche de l'IA. Dans la recherche, comment on peut contribuer à la participer. Et enfin, je veux savoir aussi, lorsque finalement on dit que l'IA est des recherche, on n'a pas finalement pas accès aux résultats. Et comment est-ce qu'on peut faire aussi peut-être même des recherches pertinentes pour Très belle question. Qui veut répondre? Thank you very much for the question. I like the question. How do we do to contribute even when we are not experts in a domain, in research, right? How do I do to contribute using AI? One thing I always say is that one of the biggest problem in our context is the problem of data. The problem of data. We don't have data. And we are not good at, how will I call it? We're not good at data. And we're not good at harnessing data. We're not good at collecting data. We're not good at managing data. We're not good at that. And that's a big problem with research in Africa. Okay? So I would rather throw the ball to your can and tell you that if you want to contribute, even as a non-expert, be good at handling data. That's the most important thing that will help you. If you handle data well, you're going to contribute greatly to research in our context. I'll give an example. Most of the time we see patients, we don't take time to get information from the patients. We don't take time to keep good information from the patients over time. Even our government doesn't really put a lot of attention on that. It's just recently that an application was, in my hospital where I work, we have used a startup application that takes records of patients and that keeps it and analyzes the records and helps also in patient follow-up and all of that. It is because of that we are even starting to say that, okay, we can have a database from the West region to maybe take and do research topics to find out how things are happening in that region. So if you want to help, you should think about, as a researcher, researcher does not need to be an expert. If research is problem solving, I have a problem I want to solve, and I'm finding the best way of solving this problem, but you should be more interested in data and the quality of the data you're trying to take. That's the beginning of research. Once you are that everything starts from there. So you don't need to be expert for that. Thank you. Ok, très bien. Donc il a dit c'est les données. C'est pas. Docteur, vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste poser une question aussi, parce que pour moi il est question aussi d'apprendre. Quand on parle de recherche, la question que je me pose immédiatement, c'est celle de l'organisation de cette recherche. C'est-à-dire quel est le cadre organisationnel qui est sur pied pour intégrer, pour partager les résultats et ainsi de suite. J'ai connaissance dans certains pays d'organismes chargés comme ça de structurer la recherche dans un domaine précis. Je ne sais pas si dans le domaine de l'IA, il y a un tel organisme au pays, ici au Cameroun. Le ministère Minrezi. Non, Minrezi. Ça, c'est sûr. J'aimerais faire la part ici entre un ministère et une organisation. D'accord.
Ok. En fait, la question, ce serait justement cela. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Bien, effectivement, je pense que c'est très intéressant, surtout l'exploitation des travaux de recherche que nous faisons ici. Alors, c'est clair que nous n'avons pas, en tant que chercheurs, une plateforme réelle où on va dire qu'on va valoriser les travaux de la recherche. Ailleurs, cela se fait. Vous avez les archives ouvertes dans des pays développés où tous les chercheurs peuvent mettre en place, peuvent mettre à disposition du grand public, des chercheurs, des professionnels, les résultats de la recherche. Alors, si ici je ne parlais pas par exemple des travaux que nous menons ici, alors voilà, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce que nous faisons. Pourtant, nous avons parfois des financements, des accompagnements des laboratoires étrangers et des collaborateurs étrangers qui sont intéressés par ces recherches que nous faisons là. Donc ça, effectivement, ça rentre dans ce que le docteur Legrand a dit tout à l'heure. Il faut pouvoir mettre des cadres réglementaires. Mais les cadres réglementaires, une fois de plus, doivent aller jusqu'au niveau de la vulgarisation de la recherche. Donc ça, c'est aussi ce que hier le professeur a déjà dit. Donc merci pour la première question. On va passer à la deuxième question. Ce que je voulais dire donc, par rapport à ça, c'est que nous remarquons qu'au Cameroun, il y a un vrai problème de communication des résultats de la recherche. Et j'invite, moi, je l'ai dit dans une autre vie, je suis l'ami de tous les promoteurs de télévision au Cameroun. Et j'ai déjà fait la proposition plusieurs fois qu'au lieu que le dimanche ne soit que des débats politiques, on fasse des dimanches sur des débats scientifiques. Vous vous imaginez si on s'asseyait comme ça un dimanche, regardez tout ce qui se font là, ça pourrait aider le Cameroun aussi à soigner les pathologies. Donc, ok, donc je vais pas être long, je passe donc, Lady, you have the floor, là, ça après la prochaine dame. Après ça. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes pour leurs brillantes interventions. Je suis Léonie Ganet, je suis cadre d'entreprise, je suis formateur professionnel et leader associatif. Et ma question s'adresse à tous les panélistes parce que vous nous avez parlé de ce que l'IA peut faire, va faire. Et le docteur Obou a emboîté sur ma question en disant que nous n'avons pas la capacité de gérer les données, la capacité de les manager. Je suis un peu perdue parce qu'à l'autre bout, on a un spécialiste des data qui nous dit qu'il faut juste poser le besoin. Est-ce que le véritable besoin dans l'évolution de l'intelligence artificielle chez nous en Afrique, c'est déjà d'avoir des données spécifiques? Et vous, en tant que docteur, chercheur, scientifique, quelles sont les plateformes que vous pouvez proposer et mettre en place pour un partage et une collecte de données efficaces? Si on doit attendre seulement l'Institut national de la statistique ou alors le MINRESI, est-ce que ça va nous faire avancer ou alors on va importer toujours et collecter des données qui ne sont pas spécifiques à nous? En télémédecine, je ne suis pas sûre que c'est des cas spécifiques à la typologie de nous, Camerounais, alors que souvent certaines pathologies, dès qu'elles arrivent chez nous, je prends juste le cas du diabète, dès qu'elles arrivent chez nous, ça change un peu. Et donc, on n'a pas les données. Le médecin qui aura son module au village, il va trouver les données européennes. Y a-t-il pas moyen que des cadres comme ceux-ci, de façon pratique, à la fin d'un colloque comme ça, c'est de mettre en place ou de chercher à avoir un système d'échange de données spécifiques dans différents domaines? Merci. Vous pouvez prendre la parole? Vas-y, donnez-lui le micro. On sent qu'on va déjà vers la fin, beaucoup de solutions déjà là. Bon, je vais me lever aussi. Je pense que je ne dois pas me présenter quand même. Voilà, mais vraiment, je suis... vous avez dit quelque chose qui m'a personnellement réjoui, c'est que si on remplaçait les débats du dimanche par des débats scientifiques, ainsi ça aiderait tout le monde. Voilà. Donc, ce qui est... Non, je veux rebondir dessus parce que ça fait partie de ce qu'on souhaite tous, quoi. C'est pour ça qu'on est là ici, de dire qu'on a besoin de vulgariser ce type de débat. Et c'est pour cela que je vais rebondir sur ce que la jeune dame a dit. Parce qu'en fait, ce qu'elle évoque, c'est la continuité de tout ça. Les conférences, on en a. Ce mois de juin, on en a eu pas mal, des intéressantes, bien sûr. Et pourquoi celle-ci encore une conférence? C'est parce que, justement, on voulait
quelque chose comme un élément déclencheur qui va nous permettre de déclencher des actions sur des besoins que nous avons, que nous connaissons tous. Il est important qu'on ait un cadre pour discuter de ce qu'il nous faut. On a parlé tout au long de cette conférence, tout le monde est là-dessus. On ne veut pas que importer. On veut importer parce qu'on a compris qu'on ne veut pas réinventer le vélo. Mais si c'est pour des solutions qui nous sont propres, on veut avoir les moyens, on veut se donner les moyens de pouvoir les implémenter. Et cela va passer par l'information, c'est ce que nous avons ici, et par la formation. Donc ce qui va suivre après cette conférence, justement, ce sera mettre en route ce cadre-là, cette infrastructure au minimum, on va dire, en ressources humaines, qui va permettre donc... Ah, c'est le téléphone, d'accord. Donc, qui va permettre justement que ce ne soit pas juste une conférence, mais que vraiment, au courant des autres... je suis assez loin du téléphone quand même. Voilà. Donc, qui va permettre justement qu'après cette conférence, on ait tout un programme qui est déjà élaboré, des cursus de formation, que ce soit pour les data scientists, on en a besoin. Parce que comme M. Eba disait, nous n'avons pas de données. Ce n'est pas qu'on ne peut pas les gérer, mais on n'a pas assez de personnes qui sont capables de gérer ces données-là. On a besoin de personnes qui vont pouvoir créer des solutions. On a besoin de beaucoup de choses. Donc c'est justement ça. Non, vous savez, on parle en termes de nombre, parce qu'il ne faut pas qu'on se méprenne. On a des personnes très qualifiées. Vous voyez les panels, on ne doit pas se poser ces questions-là. Mais en termes de nombre, il faut beaucoup de nombre pour pouvoir créer l'impact qu'on veut. Vous voyez, on est ici, on discute des choses pertinentes, mais le nombre n'y est pas. Ça ne doit pas décourager, ça doit juste nous faire comprendre qu'il y a encore un travail énorme à faire. On doit continuer dans ça et en vulgarisant justement, en amenant plus de personnes à se former, à s'intéresser à la chose, on va finalement aboutir à tout ce que nous souhaitons tous. Merci. Voilà. Je pense qu'on n'a rien à ajouter à ce mot de Madame la Présidente. On passe donc la prochaine question à la dame qui était à côté, en blanc. Elle voulait aussi poser une question. Oui, on viendra. Voilà. C'est vrai que le temps nous... Bonsoir à tous. Marie-Alida Kwetchou, journaliste. Et je suis de ces journalistes qui pensent effectivement qu'on devrait réduire le temps des débats politiques le dimanche. Donc je conviens totalement avec vous. Je ne suis pas en couverture parce que je suis de ces journalistes qui ont un penchant très poussé depuis quelque temps pour le numérique. Donc je suis là simplement en simple curieuse qui voudrait justement pouvoir implémenter de ces programmes qui parleraient du numérique, tant j'ai conscience aujourd'hui de l'enjeu du digital et de l'intelligence artificielle. Alors, je suis heureuse de voir un panel tout aussi diversifié de docteurs et donc de chercheurs dans le domaine. Mais depuis hier, et au gré des panels qui se sont succédés, j'avouerai que au départ, lorsqu'on a posé la question d'entrée de jeu, quels sont ceux qui pensent que l'Afrique a aujourd'hui déjà perdu le coche ou le départ? J'étais de celles qui n'ont pas levé la main. Mais au gré de vos interventions, j'ai presque envie de dire que je deviens IA sceptique. Oui, on a des gouvernants, et d'ailleurs la dame l'a précisé, qu'il faille éduquer. Hier, on parlait d'éduquer même depuis l'école primaire. Et vous êtes des enseignants-chercheurs, il y a eu des start-upers, je n'ai pas suivi ce panel-là. Alors la question c'est, qui doit finalement éduquer qui? Si aujourd'hui j'ai le sentiment, et d'ailleurs le jeune homme derrière l'a évoqué, les travaux de recherche qui sont faits, on n'en a pas 20, ou du moins c'est des résultats, on n'en a pas forcément 20. Beaucoup de vous qui faites des travaux de recherche dans ce domaine, vous, monsieur, vous l'avez dit, vous avez rencontré beaucoup de vos collègues au gré d'une conférence comme celle-ci. Alors, est-ce que l'idée d'une synergie en tant que chercheur, en tant que professionnel dans le domaine du numérique n'est pas évoquée? J'irai même plus loin puisqu'on a eu des intervenants d'autres pays, l'Afrique du Sud, du Maroc. Est-ce que l'idée même d'une approche panafricaniste aujourd'hui de ce combat pour l'IA n'est pas évoquée? Est-ce que vous avez essayé, messieurs, d'implémenter, je dis n'importe quoi, une espèce de regroupement entre chercheurs pour avoir une voix qui porte et aller auprès de ces gouvernants pour justement essayer vraiment de porter la voix de nous qui sommes des sans-voix mais qui comprenons ô combien il est important aujourd'hui de prendre le départ, puisqu'on a même déjà raté le départ, mais de pouvoir au moins espérer que dans un avenir proche, on pourra
profiter de tout ce que l'IA aujourd'hui apporte à des pays comme la Chine et bien d'autres. Merci bien. Ouh là là, madame la journaliste. Je ne savais pas qu'elle était journaliste, je ne lui pas passer la question. Mais là, elle a comme les autres, elle a bien parlé. C'est ce qu'on a au Cameroun, on parle bien. Ça, c'est sûr. À la réponse, je vais dire que, effectivement, je l'ai dit, nous autres, les scientifiques, on constate bien que nous sommes relégués au second plan dans la société. Je vous assure, aujourd'hui, vous demandez à un taximan c'est quoi le mandat impératif, il vous répond. Mais si moi, il vous dit qu'avec l'huile de palme, vous pouvez vidanger votre voiture, il dit que je mens. C'est des projets de recherche faits ici à Douala qui confirment mes thèses depuis 10 ans. Je l'ai dit dans d'autres endroits. On a failli me tuer comme on a tué Galilée. J'étais content de voir que mon ami le professeur ici a fait patenter cela à l'OAPI. Sauf que personne n'est au courant, même pas ses étudiants. Donc quand on est là ensemble, on ne sait pas. Donc nous sommes d'accord qu'il faut vulgariser. Et effectivement, on va réfléchir après, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut un cadre institutionnel pour rencontrer les gouvernements? Est-ce qu'ils ont d'abord envie? Est-ce qu'ils sont déjà formés à cela? Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu que les médias, si déjà vous relayez les résultats de cette conférence, ça va déjà être un premier pas. Maintenant, ensemble, moi, je vous ai dit personnellement, j'ai des accès partout. CATV, Canal 2, Equinox, je ne sais pas quoi, Vision 4. On pourrait... Nous sommes prêts à partir discuter comme ça en direct pour que les Camerounais comprennent. Écoutez, le mec qui parle d'un truc, c'est la magie. Si une application, tu filmes tes yeux, ça te dit, mais attendez, les gens ne sont pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant. Je vais vous demander qu'il écrive le site. Vous voyez un peu, je veux dire, c'est des choses incroyables. Il faut venir ici pour apprendre tout ce que nous avons au Cameroun et que personne n'est au courant. Je vais quand même passer la parole au docteur Justin pour qu'il dise un mot, pour qu'on puisse avancer. On a... Ok, tu veux parler? Ok. Donc, je pense qu'en termes de regroupement et d'associations, il existe aujourd'hui plusieurs associations au Cameroun. Nous avons une des plus phares que l'on appelle Indaba X Cameroun, peut-être que vous connaissez. Alors, Indaba X est un chapitre d'une grande association qui est panafricaine. Aujourd'hui, il y a 36 pays d'Afrique qui sont affiliés à Indaba. Ok. Et donc, le dernier regroupement a eu lieu au Sénégal, où il y avait à peu près 600 participants qui venaient de 36 pays d'Afrique. Et ce sont effectivement des jeunes chercheurs, des jeunes étudiants, des professionnels et même des responsables étatiques. Alors cette année, nous sommes passés à 38 États et cette conférence aura lieu à Kigali. Donc voilà, il y a des organisations qui essaient de se mettre. Bon, nous, je parle du Cameroun, nous sommes encore peut-être un peu à la traîne, mais ailleurs, ces associations sont accompagnées par l'État. Je vous dirais même qu'il y a des premiers travaux qui ont déjà eu lieu pour la mise en place d'un cadre réglementaire en matière d'intelligence artificielle au Cameroun et dont les acteurs principaux qui sont les chercheurs n'ont presque pas été associés, sauf si mes collaborateurs qui sont ici me diront le contraire. Pourtant, sur la scène internationale et sur la scène nationale, ce sont donc ces chercheurs et ces professionnels-là que vous voyez tous les jours qui se battent pour la vulgarisation de cet outil. Tout le monde veut en parler aujourd'hui, même ceux qui ne font pas informatique, ils parlent de l'IA. Bon, parfois, ils parlent de l'IA, mais est-ce que c'est vraiment de l'IA? Ça, c'est une autre question. Merci bien. Tu peux prendre... On va aller vite quand même. Allez, Bonjour. Ok, merci, monsieur le modérateur. Juste pour dire un mot, vous avez parlé du plan de l'information. Qui doit informer qui doit... Je pense que les personnes les mieux placées pour informer, c'est vous les journalistes. Je pense, au lieu, le modérateur l'a invoqué tout à l'heure, au lieu de passer le temps tous les dimanches à nous poser les débats sur impératif, représentatif ou bien fait qu'à faute. Voilà. On peut le faire, présenter les débats par exemple sur l'IA, qu'est-ce que ça peut apporter sur nous. Donc, je pense qu'on vous appelle le quatrième pouvoir. Vas-y, docteur. Voilà, et peut-être pour compléter le propos de mes deux copanélistes, on a proposé juste ici une approche un peu top-down, c'est-à-dire partant des institutions au-dessus, des gouvernements et tout.
on peut aussi penser à une approche bottom-up, c'est-à-dire drivée par les entrepreneurs, par des jeunes comme vous. C'est ce qui s'est passé aussi dans d'autres pays, hein, comme en Chine et tout. Il y a eu des entreprises qui ont fait des développements et qui ont été assez importants pour pouvoir mener des discussions avec les gouvernements. Donc il faut aussi envisager cette option-là. Il ne faut pas seulement attendre que ça vienne du haut. Vous pouvez aussi faire votre part pour avoir des leviers pour engager ces discussions avec vous. Vous connaissez nos pays aussi. Hein. Quand on va voir le ministre, il faut être prêt. D'accord, merci. On va aller vite. Il y avait un monsieur en cravate, on me dit qu'il avait une question, un doigt tranchant. Ce sera la dernière question pour la première partie, puis on va accélérer dans la deuxième partie. Oh oui, merci beaucoup. Je me suis présenté déjà, je suis Maxime Onambélé, directeur d'entreprise. Bon, et j'ai une approche beaucoup plus panafricaine de cette thématique. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du besoin. Il y a le monsieur qui a parlé du besoin, que effectivement, pour concevoir ces outils, il est important effectivement de mettre d'abord sur la table le besoin. Mais moi, la question que je pose, c'est que est-ce que le besoin que nous avons actuellement, c'est de développer des outils pour répondre aux problèmes individuels? Parce que contrairement à l'Occident, je pense que nous, on a des valeurs qu'on doit inclure dans la structure de nos IA. C'est très important. Que de parler, que de vouloir suivre en fait la route, le même chemin que les Occidentaux veulent nous imposer, c'est un peu comme une autre forme de colonisation. Parce que là, on va intégrer la même structure, la même culture occidentale. Et nous avons nos valeurs que nous pouvons inclure dans nos modèles, qui est peut-être, je veux parler par exemple de la communauté, parce que l'Occident, ce n'est pas la communauté. Quand on parle de communauté, c'est l'Afrique. Mais est-ce qu'il est possible, il n'est pas plutôt intéressant et important de parler d'abord de ces structurations-là avant d'aller directement dans l'implémentation? C'est ça ma question, merci. Et excusez-moi, pardon. J'ai mon voisin qui est atteint d'une cécité et il a eu une question là tout à l'heure. Là, j'aimerais vraiment si vous pouvez répondre aussi. Donc lui, il demande, est-ce qu'il y a des outils qui existent déjà qui permettent aux gens comme lui, effectivement, de pouvoir assouvir les besoins vitaux. Alors, bon, ok. Bonjour à tout le monde. Junior Tepe, chef d'entreprise et créateur de parfums. La question est simple. J'ai écouté tout le monde tout à l'heure et en quoi est-ce que l'IA peut être utile pour les personnes en temps de cécité? Parce que depuis, vous parlez, vous ne faites pas attention au fait que l'un d'entre vous peut être victime de cécité, comme il y a un professeur d'université, j'ai oublié le nom, mais voilà, Mesanga, qui est atteint de déficience visuelle. On ne prévoit pas ça, on ne sait pas que ça arrive, mais si ça arrive, comment est-ce que l'IA peut être utile? Je pense qu'en ce jour où nous avons cette conférence, on doit regarder les solutions à apporter à la masse qu'on peut résoudre. On peut faire sans le gouvernement, vous qui êtes là. Vous avez la solution, vous avez l'intelligence, vous mettez en place une stratégie que vous développez, vous créez l'Eldorado de l'Afrique. Vous n'avez pas besoin du gouvernement, vous êtes le gouvernement. Merci. La première question. Comme j'ai dit, tout dépend du besoin. On identifie le besoin. Fonction du besoin, il sera nécessaire de structurer, comme vous demandez. Parce qu'une chose est sûre, si le besoin ne nécessite pas de redévelopper de zéro la roue, on va l'importer et récupérer la structure. Mais si ça nécessite là, c'est qu'on a mal compris sa question. Non, il dit sa question, ce n'est pas ça. Il dit c'est pas ça. Vas-y, docteur, sur la question de la cécité. Thank you very much for the question. The vision is just one function of
sense function. We have other functions. So if you can't understand by seeing, you can understand by hearing. You can understand by feeling. So we have apps that transcribe what is written into what is the reverse, do what they call reverse transcription. What is written into what can be heard. Okay? And we also have apps that can detect environments around us using infrared and ultraviolet transmissions. So I think in schools that we have blind people, they use these particular chips to help blind people to read and to understand classes. So I don't know exactly how the question you want to be answered, but it's possible for you to be blind, and AI can help you to study as though you are not blind. So by using these applications. Thank you. Ok, merci docteur. Il a compris l'anglais ou bien on traduit rapidement? Pour les gens qui sont atteints de la cécité, l'IA propose aussi les solutions pour eux, parce que ce n'est pas seulement le vue, c'est la vue qui est le sens humain. Il y a les autres sens humains. Et on peut toucher et on peut aussi attendre avec les oreilles. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui est touché dans tous les sens, dans tous les cas. Donc si tu es aveugle quand même, mais tu peux écouter et tu peux comprendre des choses par la touche. Je pense qu'il y a les applications qui peuvent t'aider aussi à lire et à comprendre les gens. Ouais. Merci bien, docteur. Je sais qu'on me dit depuis... Oui, d'accord, on reviendra là tout à l'heure. Voilà, on me met beaucoup de pression, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on a un beau panel, non? Ceux qui ne sont pas contents, levez le doigt, on voit. Ouais, toute la salle est contente, on va terminer nos dernières 15 minutes. Il n'y a pas de problème, on va finir à 17h30. Alors, on passe à la deuxième partie qui est aussi intéressante, et on va aller plus vite. C'est développer l'IA en Afrique. L'énergie, Internet et l'innovation sous contrainte. Donc, les questions pour nous développer l'IA en Afrique, en sachant que nous avons des contraintes énergétiques, on a des contraintes Internet, accès à Internet, c'est difficile, et tout cela, comment ça va se passer? Donc, on va aller très rapidement, je vais donner la parole à ceux des panélistes qui le souhaitent pour que vraiment, en 1 minute, ils disent un mot et puis on avance. I'll just list thank you very much for the question. I just list the problems we have in our context. One of the main problems, like we said, is language. Okay, the multiplicity of language. You know, in 90% of jobs, you do 3 things: you read, you write, and you think. In every job, you are either reading, writing, or thinking. Almost every job. And so, in our context where we have so many languages, that's the biggest. In medicine, you cannot do anything without what the information that the patient brings to you or the person brings to you. So that's the first problem of language barrier. But we also have the problem of specificity of our context, which is what I was talking about earlier. When I said there was no data, I'm not saying that there's no data at all. I'm saying that we don't have data related to our context. We don't have data. All the data we use is data imported from other areas. When we say diabetes, 80% of diabetes patients are type 2 diabetes patients. That's what they taught us in the textbooks. But in real life, we find out that value is not true. We have so many patients it can invest to 60 to 40%. So it's very, very, very complicated to treat our own data as though it was data from abroad. So that's the second difficulty we have. And the third difficulty is the problem of mentality too. A mentality problem. Most people actually don't still believe that AI is something that is going to be beneficial for them. AI is still a fight. People think AI is ChatGPT, but AI is beyond that, and I think that's a problem in our context. So I don't know, I've listed 3 problems. The 4th problem we have also is a problem that is beyond our control, which is the problem of infrastructure, the problem of governance, and all of that. So in a healthcare perspective, I've presented to you what I think is a problem. Thank you. Thank you very much. Dr. Eba mentioned 4 problems.
the good thing is these are challenges, but there are also solutions to them. To add to the young lady's point. So the first challenge he mentioned was variety of languages. To me, I see it also as a great opportunity. I see AI as a great opportunity for us to bridge what we see now as a barrier. Because nowadays, the technology can help doing simultaneous translation across all those languages, right? So it's a question of, and the data should be available, right? So there are plenty of people speaking those languages. So, and from my point of view, it doesn't even require any huge infrastructure. So that's an area where people can get started right away, and we'll have a solution that helps. The second challenge that he mentioned was infrastructure, and then there was one before. I don't remember that one, but anyway. So regarding infrastructure, for example, also solutions exist, or at least I see a chance of us contributing to solutions. For example, one big challenge is internet access, right? Why is it that we are not capable of, let's say, deploying hotspots across Cameroon, across universities? There are solutions for that, okay? So I'm personally working on a project in that area, and I think it can contribute to resolving that problem. I mean, there's value in providing that type of services, right? One challenge that was mentioned also was data. So by offering, for example, internet access free of charge, we get the chance of collecting very useful data that can then be used for different purposes. So just to highlight the fact that although there are challenges, right, those challenges also mean opportunities for many of us. So the young, talented students and entrepreneurs I see and researchers I see around here, please use those opportunities and create solutions that can address them. Okay. L'IA pour l'Afrique, tenir compte des contraintes. Pour ma part, imaginez, moi qui importe, par exemple, un modèle de voiture autonome, par exemple, qui fonctionne très bien à l'étranger. Je l'importe ici. Imaginez-vous dans une voiture peut-être en deux côtés. Ce que ça représente. Le gars ne connaît pas les motos, il ne connaît pas Babana. Là, il se plante, il vous regarde. Le gars, il double à droite, il tape sur votre voiture. Et là, c'est peut-être parce que nous sommes à Douala. Si je suis au septentrion, c'est autre chose. Peut-être qu'il ne connaît pas le bétail. Donc, je pense qu'il faut tenir compte. On ne fait pas de l'IA pour l'IA. Il faut tenir compte des spécificités, des réalités du terrain, comprendre qu'est-ce qu'on veut réellement produire avant de s'y mettre. Et c'est ce que je peux dire. Merci mon cher frère, pour ta contribution qui m'inspire une fois de plus. Je ne me suis pas présenté depuis et je l'avais fait à dessein. Et là, il me permet de me présenter parce qu'en fait, je suis professeur, quoi, mais je suis importateur de la marque Volkswagen au Cameroun. Je travaille avec l'IA depuis 20 ans chez Volkswagen en Allemagne, Augmented Reality. Et aujourd'hui, il est question pour nous d'amener les véhicules autonomes ici. Disons, les automobiles, parce que ça n'existe pas encore. Ce qu'il y a dehors n'est pas une automobile. C'est une mobile qui a besoin d'un chauffeur. Donc peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, dans quelques temps, on aura une automobile pour la première fois. Donc c'est pour dire qu'en réalité, les défis, et ce que je voulais dire avant qu'ils ne prennent la parole, c'est qu'on parle de l'IA, mais les défis sont partout. C'est les mêmes problèmes. On parle aujourd'hui de problèmes d'énergie. Moi, en tant que chef d'entreprise, bon, j'ai la chance de n'avoir qu'un seul téléphone, mais j'ai des amis qui ont 6 téléphones avec 4 puces, 5 puces
Vous voyez un peu sur le plan des dépenses. Vous avez énergie et néo, il faut avoir le groupe. Ce sont des dépenses supplémentaires. Vous avez l'eau, il faut encore le forage. Donc rien que l'infrastructure qu'il faut pour le bureau, ça fait déjà que nous ne pouvons pas être compétitifs. Quel que soit le domaine, que ce soit l'IA, l'automobile, l'agriculture, tout ce que vous allez prendre. Vous allez prendre nos routes, elles sont telles qu'aucune voiture, vous voyez les compagnies de bus là, tout ça, ça ne marche pas parce que les bus ne tiennent pas la route. Ça veut dire qu'après 2-4 voyages, il faut changer toutes les suspensions. On va payer comment? Donc c'est pour dire qu'en réalité, ce qu'on a pu constater ici, c'est que les défis de l'IA en Afrique, pour moi, et c'est peut-être là qu'on va sortir, ne sont pas que les défis de l'IA. Ce sont les défis de notre compétitivité en Afrique. Et là, j'embraye dans ma deuxième casquette que non seulement je suis ingénieur, mais je suis aussi un éminent économiste qui a fait l'école Harvard et tout le reste. Donc beaucoup de gens m'ont connu au Cameroun comme quelqu'un de la technique. Je suis aussi quelqu'un de l'autre côté et pas moins futé d'ailleurs. Donc, apprenez à me connaître autrement aussi. Merci. Merci. Oui, bon, d'accord. J'ai beaucoup de casquettes. Donc, alors, pour finir, donc, comme madame l'a dit, je suis aussi le promoteur de l'ASTA, qui est une université privée, qui, justement, je n'avais pas vocation à faire ça. Mais au Cameroun, c'est moi qui ai mis de la mécatronique au Cameroun en 2014. Je me rends compte que ça devient tout de compliqué. Au ministère, on m'embête, tout ça, j'enseigne parce que je voulais. Je crée donc ma propre université. Et depuis, j'enseigne vraiment ce que je veux qu'on enseigne. Et maintenant, j'ai ouvert à l'année prochaine aux filières de management, économie aussi. Et je vais enseigner comme je veux qu'on enseigne. Et on a maintenant 3 campus, un à Douala, un à Yaoundé et à Berthaud aussi, on a un petit centre. Parce qu'il faut penser déjà à aller vers... Voilà. Bien, donc après les éminents professeurs, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Alors tout simplement, ce que je veux dire, c'est que avec des ressources limitées, hier nous avons fait une présentation là-dessus, on peut avoir espoir. L'Afrique n'est pas à délaisser, d'accord? Il faut avoir une vision holistique, ça je dis bien une vision holistique et globale. Nous avons présenté par exemple hier les objets connectés tels que les IoT qui sont une opportunité pour nous. Nous avons vu qu'il y a des modèles aujourd'hui d'intelligence artificielle qui peuvent être déployés avec des ressources limitées. On parle du Tiny ML, ok, voilà, on parle du Federated Learning aujourd'hui, que nous on peut utiliser avec nos ressources limitées pour faire notre IA. Donc je ne suis pas tout d'accord de dire qu'on n'a pas de lumière, on n'a pas de connexion Internet pour faire de l'intelligence artificielle. On peut faire de l'intelligence artificielle sans électricité, avec des ressources limitées. On peut faire de l'intelligence artificielle sans Internet, avec des ressources limitées. Donc voilà ce que moi je voulais apporter comme contribution. Voilà. Par rapport à ce qu'il a dit, moi il est revenu sur beaucoup de choses que j'ai eu à dire. Il y a l'autre souci, certains m'ont relevé également le problème de data. Même à ce niveau, l'IA peut s'entraîner avec ce que l'utilisateur vit. Celui qui a l'outil embarqué sur lui, même avec l'apprentissage non supervisé. Donc, nous n'avons aucun problème actuellement pour lancer des solutions d'IA. Il suffit juste de ne pas copier l'approche occidentale, mais chercher à sortir de là et penser autrement. Pensons léger, pensons local. Très bien. Je pense qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Il me reste 2 minutes. S'il y a une question, on prend une ici et une là-bas. Allons-y. Oui, on va faire 2 questions parce qu'il faut aussi, il y a ladies, elle a la bien anglophone, il ne faut pas qu'on nous accuse. D'accord. On va commencer avec la dame. J'ai beaucoup bagarré pour ce micro. J'ai constaté. Bonjour tout le monde. Je suis très ravi de voir de telles substances grises sur le panel. Je suis très content, j'en connais quelques-uns. Mais je vais poser en fait une question. Enfin, excusez-moi, je pose souvent des questions un peu folles. Hier, j'ai demandé si on doit travailler sur la perspective future de l'homme, c'est de travailler. Moi, je voudrais savoir si la perspective dans la recherche de l'IA, c'est absolument de résoudre des problèmes. Absolument de résoudre des problèmes. Je vais développer. Parce que je me suis rendu compte, par exemple, que dans des pays occidentaux,
la fiction, la science-fiction joue un très grand rôle dans le développement scientifique, mais futuriste. On a par exemple on a tous vu Terminator. On a vu des entreprises comme Boston Dynamics qui, en 95-90, fabriquaient ce qu'on appelle des robot dogs. Ils n'étaient pas utilisés à l'époque, on n'était pas utiles absolument, n'étaient pas censés résoudre absolument des problèmes en 96, 90, 96, mais qui aujourd'hui sont utilisés dans le domaine militaire. Parce que je pose la question parce qu'en tant qu'entrepreneur, je travaille dans le domaine de l'électronique, des drones. Parfois, nous avons des projets un peu fous, mais on nous dit souvent quel est le problème que ça résout. Alors que le problème que ça résout n'est pas absolument direct. Il peut résoudre, ce problème peut être dans 10, 20 ans. Comment encadrer ce genre de projet? J'ai des entreprises en Allemagne comme, enfin, pas les miennes, mais je note des entreprises en Allemagne comme Festo. Pour ceux qui connaissent Festo, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le bionique, Biologically Inspiring Engineering, qui font spécialement des papillons, des dauphins bioniques, etc., qui semblent ne pas être utiles, mais qui pourraient éventuellement, dont des systèmes, par exemple, pourraient éventuellement être copiés et mis dans les domaines militaires, etc. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'encadrer ce genre de projet? Parce que j'ai des jeunes qui, parfois, et ça m'amène à vous poser la question également, quel est le rôle de la fiction? Est-ce qu'il y a une fiction africaine? On a tous vu Wakanda. On était content de se dire que les Africains peuvent aussi faire des films de science-fiction, mais derrière les films de science-fiction à l'étranger, il y a également des projets, il y a également des idées d'application plus tard. Est-ce que Wakanda, on a des jeunes Africains qui ont essayé de faire ces technologies-là, de les pratiquer concrètement? Quel est le rôle? Est-ce qu'il y a une science-fiction africaine et quel est le rôle que pourrait jouer la science-fiction africaine? Voilà. Et comment encadrer justement ces projets qui peuvent ne pas se baser sur des problèmes ponctuels, mais qui peuvent éventuellement être des problèmes futurs dans 10, 20, 30 ans? Oui, non, on a très bien compris la question et je vais répondre déjà. Pour dire que c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les chercheurs. Un chercheur n'est pas quelqu'un qui travaille dans le présent. Ce que vous dites, c'est un schéma typique. C'est-à-dire, en réalité, dans la recherche, par exemple, lui fait des algorithmes. C'est bien loin de l'IA que nous connaissons. C'est un petit point, mais il faut qu'il y ait 1000 petits points pour qu'on ait un produit. Donc, ça, c'est vraiment pour que tout le monde comprenne ce que c'est que la recherche. Donc, la recherche, c'est justement ça. Des gens qui vont travailler sur des choses qui ne seront pas concrètes, qui ne seront même jamais vues. Mais le problème que vous posez, en fait, c'est un problème de financement de cette recherche. Si j'ai bien compris, et nous savons tous qu'il y a un bel exemple aux États-Unis avec Elon Musk, qui a eu tout son argent du gouvernement américain. Même lui qui rêve, il ne peut pas faire ça avec ses ressources propres. Donc, toi, tu ne feras pas avec tes ressources propres. Tu n'auras pas les moyens. Donc, nous devons, par exemple, plaider pour que les États ou notre gouvernement nous aident à devenir fous. Parce qu'en fait, ça ne peut pas nourrir ta famille le soir. Si tu veux travailler sur le besoin, mon frère, lui, il est très pratique. Le besoin. Nous autres, ce n'est pas le besoin. Nous sommes dans le monde de la fiction. On est dans un autre monde. On n'est pas dans le monde d'aujourd'hui. Parce que si on est dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir. Là, tu ne peux pas faire la recherche si tu passes ton temps à regarder, est-ce que ça c'est l'eau Tanguy? Non. Tu dois te demander quelle pourra être l'eau de dans 20 ans. Ça peut être une eau de synthèse, je blague. Par exemple, et ça, c'est ce qui... On va me dire, moi, on me dit en route quand je marche que je suis fou, hein, parce que moi, je passe ma vie à ne penser que... Et d'ailleurs, je vis comme ça, d'ailleurs. Si ceux qui me connaissent en privé vont me voir parfois faire les tours de doigts là, à pied. On ne comprend pas pourquoi, mais parce que tu n'es pas dans... Je ne suis pas dans leur monde. Je ne suis pas dans le monde, là. Je ne suis pas dans ça. Mais c'est difficile. C'est difficile. I hope it. OK. Non. Bon, lady. Last question. Attends. Okay. On nous met à la pression. All right. Thank you so much for the session. When we look at our education system, we feel that education is not necessary in Cameroon, maybe in other parts of Africa. And here we have seen that AI is changing a lot of things. What advice will you give to young people or to people that are working and they want to take maybe a new job offer because there are a lot of job opportunities because of AI? What can you advise the young people? What can they be studying right now so they can fit into the job market? Okay, maybe, Dr. I think you brought up a very good point, right? Data science.
I don't know if one of the other panelists will have another hint, but I think data science would be a good field for young people to start with. But I would like to get back to the question that was raised by the gentleman, because to me it poses a very key point, right? So we discussed, let's say, the challenges, but there's also the question of strategy. Research that is being done across the world is not done just for the fun or just for the craziness. There's a narrative behind, right? So when these people plan robots for 20 years later, there's a plan behind. So we need to develop our own strategies as to where we want to head to. Then we can develop the fictions that will lead us to them. Right? So those things don't happen just for the fun of it. Okay, I just wanted to make that clear. In 1 minute, there is, yes, in 1 minute, Il demande 1 minute, pardon, there's what we call stacking. There's what we call stacking. Most people don't know, you cannot, in the world of today, it's difficult to just say you're going to school, you're doing letters, and you go out from school. No, you have to do a combination of the choice of what you're going to school with to do. You have to look at your skills, your inborn skills, and the skills that you think you can do. And you have to match the skills and we'll do what we call stacking. For example, as a medical doctor, I don't think it's necessary for me just to be a medical doctor. I want to be a medical doctor with a difference. I have analytical skills. I have language skills. I have leadership skills. So I will take these skills and I will stack with my medical doctor role, and then I will become someone that is important. So that's how you can use this kind of thing to become a better person. Thank you. Ok, très bien. Merci à vous. Alors, merci pour vos applaudissements. On voit qu'on n'a pas trop fait de mal à l'assistance. Et voilà, on va donc faire la photo de famille et passer le podium pour qu'on ait le dernier panel. Je vous avais prévenu que ce podium est tellement illustre, riche en connaissances et en savoir, que si on les laisse toute la soirée, ils sauront parler, nous instruire, partager leurs connaissances avec nous. Merci encore sous vos applaudissements, s'il vous plaît.